Ce que je voulais dire, c'est que c'était de ta faute en fait. Ah, parce que si vous foutez rien à l'entraînement et que vous échouez, bah vous avez juste appris que rien foutre à l'entraînement, ça marche pas. Ah, c'est ça quand ça passe pas. Moi j'étais dans une dynamique tout passe. Là j'ai vu ce que c'était de pas passer. N'ayez pas peur d'échouer. Si vous échouez, soyez déçus sur le moment, mais passez vite à autre chose. Ça y est, on y est. On est là pour faire ce petit débrief du marathon d'Amsterdam qui a eu lieu... Est-ce qu'on fait genre que c'était il y a une semaine ou est-ce qu'on accepte que c'était il y a plusieurs mois ? C'était il y a 3 mois. On va se le dire, là, dans quelques jours, ça fera 3 mois que le marathon d'Amsterdam est passé. Et en vrai, moi aussi, j'avais hâte de faire ce débrief. J'ai toujours hâte parce qu'on n'a pas voulu se spoiler, on s'est gardé un petit peu, donc on en a parlé après la course parce que t'étais là. Mais pas plus que ça, en fait, donc on n'a pas été dans le détail. Et j'espère que maintenant, on se souvient assez de ce qui s'est passé pour aller dans le détail. C'est le risque. S'il y a des pauses, des sourcils qui se froncent, c'est parce que on essaie de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. On dit souvent qu'il faut pas faire un débrief trop à chaud, sinon c'est pas bon. Là, on est tranquille. Nickel. On est bon. Bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts quand même. Ça roule Tristan. Là, on enregistre le 16 janvier. Donc, ouais, ça a bien bougé depuis. Ouais, ça va très bien. Écoute, il y a bien eu dans le cours des derniers mois 1 ou 2 semaines où j'ai eu une meilleure condition physique que toi. C'est pas arrivé depuis plusieurs années, donc très cool. C'est vrai que au moment du marathon d'Amsterdam, t'as fait environ 5 km avec moi, peut-être même un peu plus, parce que finalement j'allais un peu moins vite que prévu, mais c'était censé être tendu pour toi de tenir plusieurs kilomètres à mon allure à ce moment-là. Ouais, il restait 10 km à peu près, 8 km, et je te disais, écoute, je suis capable de courir entre 2 et 8 km. on verra ce qui sort. Et finalement, on a pu discuter. Ça, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, là, t'es en bien meilleure forme. Oui, c'est reparti. Il faut prendre le relais, écoute. Donc on essaie de se maintenir, ouais. Petit objectif, t'as annoncé ce que t'avais comme objectif cette année ou pas encore ? J'ai dit au cours de certains podcasts qu'il y aurait un Aerox, sur un format Ironman, et un trail en fin d'année si tout le monde est sage. Bon, ça fait une belle année qui va être bien remplie et on va suivre ça. Moi, je vais peut-être inverser par rapport aux dernières années où il y a eu du gros objectif avec les 7 majeurs, mais à part ça a été plutôt calme de ton côté. Ouais. Moi, je pense que ça va l'être un peu plus. C'est une prise de relais parce que je sais pas si tu veux parler de tes objectifs ou si t'en as déjà parlé. Non, c'est assez rapide parce que grosso modo, il y en a pas. On verra s'il y a de la place pour mettre des trucs au fur et à mesure de l'année, mais pas de pression cette année. Très bien. Je repense, j'ai renoté là en faisant ces notes un truc fort que tu m'as dit justement dans cette course. À un moment clé, je l'ai retenu, je sais pas pourquoi, parce que j'étais quand même bien fatigué au moment où on s'est vu. Au moins, t'auras donné envie à une personne de refaire un marathon. Il n'y a pas de marathon dans ton année, donc je me demande si c'était juste pour me motiver ou est-ce que vraiment à un moment, toi, tu penses revenir sur cette distance un peu charnière un peu de la course à pied ? Oui, je disais ça vis-à-vis du fait que, pour replacer un petit peu le contexte, que quel que soit le dénouement d'une course en réalité, parce que même si on augmente nos statistiques et nos probabilités que ça se passe bien, c'est jamais du 100%, et c'est même quand ça se passe mal qu'il faut réussir à comprendre ce qu'il faut continuer à aller chercher, et le fait de continuer à se dépasser et de continuer à vouloir faire une performance maximale avec les armes du jour, ça est systématiquement à l'ordre du jour. Que ça soit un bon jour, un mauvais jour, ça c'est toujours d'actualité. Donc ce que je disais, c'était que justement le fait que tu persistes, que tu ailles jusqu'au bout, ça va motiver les gens. Je ne sais pas combien, mais au moins je sais qu'il y a une personne, puisque c'est moi. Vis-à-vis du marathon, en vrai, surtout Amsterdam, moi c'était mon premier marathon, donc le fait aussi de refaire le truc, il y avait un petit truc de c'est sympa, en plus j'adore cette ville. Donc je pense que oui quand même, parce qu'avec un petit record à 2,58... tu sais, il y a une malédiction chez les triathlètes. Peut-être qu'il y a certains triathlètes qui écoutent ton podcast, où à chaque fois tu es obligé d'expliquer tu vaux combien sur semi ? En fait j'ai fait 1h19 sur 70.3, donc si on extrapole, en fait ça veut dire personne n'écoute. Ouais, t'as pas de chrono en fait. Donc on a un peu cette malédiction de on a un bon niveau en course à pied mais on n'a pas de chrono. Donc je pense vraiment tu fais bien de m'en reparler parce que je me souviens que sur le moment j'étais vraiment très chaud. Je l'ai senti en fait. Oui, si on prend le marathon 2h58, t'es pas loin d'avoir ton record au marathon sur un Ironman, comme beaucoup de triathlètes aussi. 3h06, en effet. Donc bon, il y a un petit peu de marge, sachant qu'on a fait quand même pas mal de séances ensemble à des moments où on était
dans des prépas un peu tous les deux, donc le niveau de base est quand même assez similaire. Tu sais que ça, je me le dis souvent parce que quand je vois la reprogression que tu as vue, parce que ça fait hyper longtemps que tu cours et on voit qu'à un moment, tu as réaligné les planètes pour relancer une progression. Là, il y a quoi, 4 ans, quelque chose comme ça, 5 ans, pour avoir ces ordres de grandeur. Et je me dis, c'est impressionnant ce qu'il fait. Fut un temps, là, quand on est allé courir au Canada dans salle intérieure, t'étais capable, t'étais évidemment un bras en dessous, c'est-à-dire que moi je finissais RPE 9, toi t'étais RPE 7, RPE 8, mais il y a eu un moment où t'étais capable de partager une séance, donc c'est toujours motivant de voir qu'il y a eu un point commun et que si jamais je voulais m'investir, si jamais je voulais aligner moi-même les planètes, c'est de l'ordre du possible, quoi, de courir sous les 2,40, ouais. C'est cool. Moi, la bonne nouvelle, et ça c'est quelque chose qui peut être partagé un peu à tout le monde, c'est que justement, les séances qu'on a partagées, c'est des séances d'intensité. Là-dessus, ça a progressé, mais il n'y a pas eu c'est pas une vague énorme en fait de progression. C'est vraiment sur aller chercher l'endurance pour tenir plus longtemps. C'est là où il y a eu le gros de la progression. Et ça, on va y revenir, hein, mais c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps enchaîné, régularité. Sur quelques années, en fait, si je reprends typiquement la quête du 2h30, si on la reprend du début, t'as un record à 2h58. À la base de ce cycle de marathon, là en 2021, j'avais un record à 2h55, donc très similaire. Il est vite descendu parce que là, j'en avais pas fait depuis longtemps du marathon, mais ça fait 2h45, 2h42, 2h37, 2h33. En fait, tu vois que c'est vraiment marche après marche, il n'y a pas de... Il y a un saut une fois parce que tu as quelques années de progression derrière, mais moi c'est ça que j'aime sur le marathon, c'est que c'est presque mécanique en fait. C'est pas aussi simple que ça, mais il y a une logique de tu travailles bien, t'es récompensé au moins dans le niveau. Est-ce que ça paye le jour J, ça c'est encore autre chose, mais c'est pas aussi ingrat que ça peut paraître. Si tu traces tous les points, en tout cas ça descend. Je trouve que les longues distances, pour ça que je pense que beaucoup aiment les longues distances, c'est que c'est plus proportionnel au travail que tu mets parfois que de réussir les courtes distances où t'es tellement au pouillem que si tu te mets dans le rouge encore plus facilement. Même si on va voir qu'on peut se mettre dans le rouge sur le marathon. Spoiler. Dans ce qui donne envie aux gens de continuer, et particulièrement les sports d'endurance, parce que c'est quand même des sports qui sont ingrats. Il y a une notion de douleur et de plaisir dans la douleur, mais voilà, il y a un moment où il va falloir souffrir pour vraiment progresser de façon optimale. Donc comme c'est inhérent au sport d'endurance, il y a un moment où, quand tu as un lien très fort avec la progression, ça excuse tout, entre guillemets. Parce que justement, tu revalorises la progression et ça t'apporte énormément au niveau personnel de dire « Ah bah mes efforts, oui, bah voilà. Là, je me suis mis à l'envers sous la neige en décembre, mais en avril, au Marathon de Paris, ça a payé. » Donc, je pense que tu as raison là-dessus, parce que quand tu gagnes 10 secondes sur un 10 km, il faut vraiment se persuader que toutes les heures d'entraînement valaient le coup, alors que quand tu tombes à 10 minutes sur ton marathon, là au moins, il y a quelque chose d'un peu plus tangible. Ouais, c'est vrai que c'est très lié au contexte et lié à ton passé aussi d'une certaine manière, parce que la logique peut être inverse pour quelqu'un qui a démarré par du long, qui faisait des semis, des marathons, qui un jour se dit « Ah bah tiens, c'est cool les distances plus courtes » et en allant faire de la vitesse, en allant faire progresser quelque chose qu'il n'a jamais entraîné, se dit « Waouh, je suis passé de 45 minutes à 38 sur mon 10 km, je me rends pas compte de comment c'est possible. » Enfin, c'est plus rare dans ce sens-là. Ouais. Après, c'est sûr que d'un point de vue objectif, c'est vraiment une chose différente. C'est vraiment vis-à-vis de la progression. Et après, sur le très long et le marathon en fait partie, tu as aussi un aspect aventure qui est plus difficile à vendre, entre guillemets, sur le 10 km. Mais là, c'est un autre sujet. Si on revient au marathon, parce que je sens que sinon on va commencer à digresser, spécialité pour ceux qui regardent les Campus Talk. J'aime bien le fait que tu parles au futur comme si ça n'avait pas déjà été le cas pendant 10 minutes. C'était une intro. Dans une intro, on fait ce qu'on veut. Se chauffer. Du coup, la logique des 4 minutes de progression sur chaque marathon nous amenait à Amsterdam, si on fait un petit calcul simple, 2h33, 4 minutes, 2h29. On était pile dans le sub 2h30. Exact. Et moi, je vous le dis, en fait, j'ai vraiment un feeling très fort que si j'avais écouté cette logique, ça passait. Je pense que tous les voyants étaient ouverts pour ça. Et ils étaient presque trop ouverts, en fait, à se dire « Ah,
y a moyen de faire mieux. Dans un monde, ça peut passer. Allons-y. Et du coup, à la fin de l'histoire, en fait, j'ai aucune déception là-dessus parce que ça m'a fait plaisir de tenter ça et de voir. On va aller dans le détail de chaque course. Pourquoi j'en venais là? Parce que j'ai écrit un petit truc. Amené comme ça, c'est très drôle, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était de ta faute, en fait. Ah. Toujours accuser le coach si vous avez Bien sûr. Si vous On est là avez pour ça. Hein. Parce que j'ai encore une fois le souvenir sur cette fameuse sortie longue j'ai le souvenir aussi parce que je l'ai réentendu parce que ça va être la conclusion d'une vidéo dans pas longtemps. Tristan qui nous fait pouah, il est tellement facile qu'il va courir en 2h26 à Amsterdam. Et oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté de courir. Bref, très drôle. Mais je suis sûr que toi aussi, dans un coin de ta tête, tu disais si toutes les planètes sont alignées, le 2h30, c'est presque pas ambitieux. Ouais, vraiment, c'était, on va dire, si tu tires une amplitude, on va dire que le 2h30, c'était au milieu. Tu vois, t'as autant de chances que, bon, c'est du 50-50, mais c'est que ça fait pas partie du domaine des trucs ambitieux. Sans doute si la course se passe bien, si c'est pas un mauvais jour, en fait, c'est ça. Si c'est pas un mauvais jour, ça passe. On n'est jamais à l'abri, mais ouais, c'est vrai. Tu sais, on dit souvent pour les gens pour qui c'est le premier marathon de bien être conscient de l'état d'esprit avec lequel ils arrivent sur la course. Quand tu veux être finisher, certes, tu as une idée de ton niveau, certes, tu sais que tu vaux à peu près quelque chose, mais concentre-toi vraiment sur le fait d'être finisher, quitte même à courir un peu loin de ton niveau et te laisser surprendre par ce qui va se passer pendant ces 42 km. Avec quel état d'esprit t'es arrivé le matin pour te dire, parce que t'aurais pu te dire, mon but c'est de me libérer un petit peu de ça et de faire 2h29 et ne plus jamais en parler. Qu'est-ce qui fait que t'es en mode non, ça m'intéresse pas? Oh, il y a deux choses. La première, c'est que il y avait les copains. J'ai pas couru tout seul sur ce marathon. Et courir en groupe avec des gens avec qui tu as pas l'habitude de courir, en plus qu'ils habitent pas dans la même ville, il y a un côté agréable du truc où t'échanges des petits mots. Enfin, vraiment un kiff. Le premier semi, ça a été un kiff total. Donc, j'avais envie de ça aussi d'un côté. Le deuxième, enfin, trois trucs. Le deuxième, c'est, moi je me disais franchement c'est possible. Et du coup, bah, la stratégie high risk, high reward, pour avoir un truc, un gros gain, il faut accepter que tu as de grandes chances de perdre. J'étais prêt à ça en fait. Et du coup, bah, il y a aussi le fait que justement j'ai été quand même relativement sage sur les 3 marathons d'avant, à respecter mon truc. Et à un moment, moi j'ai un profil un peu challenger dans la vie. Et du coup, là j'ai ressenti le besoin aussi de me dire non, là aujourd'hui, là on va challenger dans quelque chose qui est acceptable en fait, parce que on va en profiter pour aller directement sur le début de la course, mais quand je suis parti, l'allure sur le tout début, pas duré longtemps, mais sur le tout début, elle m'a pas semblé, j'avais pas l'impression de surcourir en fait. J'étais à un rythme où c'est un flow, et ça c'est quand même le piège principal, parce que même avec l'expérience, le jour d'un marathon, au départ, avec le bruit, l'ambiance, les speakers, en fait, tu peux pas ressentir si t'es vraiment dans une allure que tu peux tenir. Sur le moment, en fait, ces sensations-là, tu ne peux pas les écouter. T'es obligé de te dire, soit je me mets sur l'allure que j'ai travaillé, ce qui est quand même le conseil le plus intéressant, soit le plus souvent. Soit si j'accélère, je peux pas me dire ouais mais aujourd'hui ça va. Ça sert à rien d'essayer de se convaincre, c'est je prends un risque, point. Il y a pas d'autre, c'est ça. Oui, parce que ça arrive quand même à un moment où, au bout de 5 km, bon, la fréquence cardiaque s'est stabilisée, les hormones sont descendues un tout petit peu. Voilà, là on est rentré dans la course et on a une idée un peu plus précise de là où on se positionne. D'ailleurs, c'est pour ça que à 5 km, c'est le début, donc c'est le moment de se poser des questions. Ouais, voilà. Sur ce, ok, bah écoute, ça me va d'un point de vue. Je pense que c'est pas facile pour les gens de comprendre cet état d'esprit avec lequel tu peux arriver, parce que aussi ça fait très longtemps que tu cours, tu as fait aussi plusieurs marathons, mais quand tu arrives à un moment aussi de ta carrière sportive, on va dire, où tu fais vraiment profondément les choses un peu plus par plaisir, de ce que j'en comprends, et un peu moins tes premières courses, tu as besoin de te prouver des trucs. Ouais. Tu sais, tu as besoin de dire
t'as l'impression que tu vaux un 2,40, t'as besoin de te prouver que tu vaux un 2,40. T'as l'impression que tu vaux un 2,37, t'as besoin de te prouver que tu vaux un 2,37. Et t'arrives à un moment où tu sais que tu vaux un 2,30, t'as plus besoin de te prouver que tu vaux un 2,30. T'as envie de te faire plaisir, et quel est ton état d'esprit? C'est pour ça que la question elle est importante. Non, mais je suis d'accord. Ça suffit de te dire, et c'est un peu le fameux est-ce que tu t'intéresses à la quête ou au moment où tu obtiens le. En fait, tu sais aussi à quel point c'est éphémère le moment où tu es en mode ah, j'ai réussi le truc et que ça t'a pas changé. Et en soi, je veux pas casser des des objectifs. Enfin bref, c'est toujours cool, mais quand tu l'as fait plusieurs fois, en fait, tu te rends compte que le chrono en lui-même, il change pas grand-chose. C'est ce que tu retiens, c'est la prépa, c'est comment tu as vécu la course. Et à la fin, ça change plus grand chose. Sinon, après, tu peux facilement tomber dans le oui, mais du coup, il faut toujours plus et te mettre dans un bon. Bah, alors, c'était bien, mais finalement, ça veut dire que je peux faire mieux. Donc, oublier le plaisir que tu vas chercher aussi. Et tu vois, ça c'est marrant parce que je me pose ces questions-là aujourd'hui, typiquement, vis-à-vis de comment j'envisage mon rapport à la performance. Alors, un peu moins sur l'Aerox cette année, mais on va passer dessus vite. Mais le chrono en soi ne m'intéresse plus vraiment autant qu'avant. Tu vas plus aller chercher d'autres trucs, partager des moments, vivre de l'aventure, etc., etc. Pour autant, je ne renie pas mes 8 années à aller chasser la seconde, tu vois. Et j'ai l'impression que parce que même c'est le discours que j'avais même pu faire sur le premier podcast là, il y a quelques mois de ça. T'as beau expliquer aux gens l'importance de la quête, l'importance du processus, l'importance de tout ce que cette aventure va leur apporter, et qu'au final le jour J, même si c'est une confirmation, et même si il faut avoir le courage de le faire parce qu'on ne pourra jamais se prévaloir de quelque chose qu'on n'a pas réalisé, c'est-à-dire que de fait il faut être droit dans ses bottes parce que tu ne pourras jamais dire j'ai couru jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas couru de 2h29-59. Donc quelque part tout ça a un intérêt, et ce que je voulais dire c'était que t'as beau l'expliquer, je trouve que c'est important que les gens aussi le sentent et passent au travers de ça et se disent putain ils avaient raison, parce que il y a ce moment de flottement où ils l'ont entendu, et normalement t'es dans un moment de flottement qui va pouvoir durer des semaines, et là ils disent ah oui non mais c'est ça dont ils m'avaient parlé, maintenant je comprends, et ça m'a pris une seconde pour comprendre, et tu peux pas leur enlever ça. Et alors peu dans le sport mais souvent dans le développement personnel, souvent dans l'entrepreneuriat, etc. Je trouve que tu as des gens qui sont exposés à des bons états d'esprit, mais qui n'ont pas vécu la chose par eux-mêmes, donc qui ont un discours où le discours, le fond est bon, mais tu sens qu'il n'est pas incarné. Et du coup, tu as ce truc de les gars, ce qui va vous changer, c'est l'aventure, c'est pas le fait d'avoir couru X. C'est bien que les gens le sachent, c'est mieux que les gens le vivent. Ouais, je suis d'accord, mais même, on l'apprend au fur et à mesure. Et là, en fait, en t'entendant, ce que ça m'a fait dire, c'est que, en réalité, l'objectif en soi d'être à mon maximum, j'en ai besoin pour faire l'entraînement, parce que là, j'en ai pas en ce moment, et bref, on pourrait y revenir, mais c'est plus compliqué de te dire ouais, mais pourquoi, c'est quoi la logique? Il y a pas des 8 x 1000 couru un 3,30. T'as pas la même grinta quand t'y vas, en tout cas. Et ce que je vais chercher là-dedans, en fait, moi, le moment qui me plaît, c'est oui, le jour J, quand tu dis ah là, ça court tout seul, c'est bien, mais c'est pas juste ce jour-là, c'est la période. En fait, c'est tu vas chercher le dernier mois et demi de la prépa où, en fait, le meilleur moment de ma prépa, c'est la sortie longue qu'on a fait au Bois de Boulogne, où là, tu sors des trucs, des allures que tu n'estimes même pas capable de faire. Tu sors un 3000 à 3,20 au bout de 2h10 de séance. T'es en mode, c'est bon, en fait, on peut arrêter la prépa ici. Juste pour ça, je suis refait, en fait. Mais c'est la sensation que t'as pendant. Et ça, tu peux pas aller la chercher sans la prépa. Là, quand t'es pas en forme, ou que t'es moyennement en forme, c'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup moins... je suis très bien placé pour le dire, là, en ce moment, c'est pas les mêmes sensations quand ça court. Séance qui peut d'ailleurs être remis en question, parce que c'est vrai que c'est une grosse séance, je sais plus, mais ça va être une séance à 38-39 km, quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment une grosse séance, et qui met en confiance, et t'essayes dans ces moments de la préparation où tu rentres dans le dernier mois de trouver le juste milieu entre
une séance avec un stress suffisant pour créer les dernières petites adaptations, en même temps qui ne génèrent pas assez de fatigue. Donc tu vois, ça fait partie des séances où si on regarde juste d'un point de vue théorique, est-ce que c'était nécessaire sur le dernier 3000 ? Est-ce que truc, est-ce que machin ? On saura jamais. En revanche, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est marrant de voir que l'une des choses dont tu te souviens le plus de cette préparation, et peut-être même de tes préparations précédentes, ça va être des entraînements où il y a un partage, il y a une expérience, il y a un truc qui a été vécu ensemble. Et ça, c'est marrant de le souligner. Alors, en étant en forme. Ah oui, c'est ça. Mais c'est marrant de voir ça. On pourrait est-ce que ça vaudrait le coup de faire des prépas chiantes jusqu'au bout, mais de toujours viser juste? Bon, on peut pas savoir. Mais c'est marrant de. Est-ce que t'as des trucs d'entraînement où tu te dis tout ce qui t'apporte trop de confiance à l'entraînement est peut-être la seule preuve que t'en as peut-être un peu trop fait. Bon, on s'est bien amusé. Ouais, moi c'est ça que je retiens mais encore une fois parce que j'ai évolué là-dessus, plus de maturité aussi et en même temps, je sais qu'il y aura, si je le veux, il y aura d'autres occasions. C'est vraiment, je suis à l'aise et si je le fais pas, je suis à l'aise aussi. Donc il y a rien à perdre en fait dans ces moments-là. Mais allons dans la course un petit peu parce que là on est parti en philosophie de Tristan et Nico. Je sais que les gens sont plutôt adeptes de ça en général, mais on va repartir à Amsterdam. Yep. Et on va y aller chronologiquement parce que c'est plus simple aussi pour essayer de comprendre un petit peu. On a donné quand même un bon aperçu, mais en fait, il faut aller dans le détail des kilomètres pour bien comprendre ce que je disais. Oui, tu as le départ avec les copains. Déjà, à Marathon d'Amsterdam, me retrouve deuxième ligne en fait. Gros marathon, tu fais Valence, t'es en mode oula, t'es très très loin au départ à Valence. Berlin, t'es pas très loin, mais t'es genre 10e ligne. Bref, me retrouver devant sur un marathon, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la densité est largement suffisante quand même, mais sur un moment, je me suis dit est-ce qu'on est au bon endroit ? Ça part pas plus vite, c'était bien. On sort du stade, enfin déjà, le départ et l'arrivée dans un stade avec du monde dedans, du bruit. Bon, c'est cool. Le marathon d'Amsterdam, si vous pouvez le faire, bon, il y a des parties moins cool sur le parcours, mais au global, départ-arrivée, le long des berges, c'est quand même assez sympathique. Le départ en ville, même si je sais plus à quelle heure c'était, mais c'était pas très tard le matin, il y avait du monde. Les Néerlandais sont debout, un peu moins à Valence. Je ne ferai pas de... Non, le hasard, je pense. Le hasard. Non, mais grosso modo, c'était très cool ces 2 premiers kilomètres. Et moi, je me retrouve assez rapidement, en fait, avec un petit groupe qui se constitue, sans réfléchir à être dedans. J'ai pas regardé vraiment l'allure sur les 2 premiers kilomètres. Je la regarde au 3e et je vois que, grosso modo, on est autour de 3,30 au kilomètre. À ce moment-là, franchement, c'est pas déconnant. Hein, sur un premier, faut se dire que 2h30, c'est 3,33 au kilomètre. Donc, oui, 3 secondes, c'est beaucoup. Mais vous allez voir que ça s'est accéléré après. C'est là le problème. Parce que les premiers 5 km, ça passe en 17,30. Un petit peu en avance, mais pas de la folie. Donc je me dis, bon, ok. Mais il y a 2 choses. C'est que assez rapidement, en fait, je suis dans un groupe. Donc en fait, je rentre dans un piège dans un groupe, tu suis. En fait, tu te poses pas la question. Et je regarde plus l'allure à ce moment-là. Et là, tu te dis juste, bon, c'est marrant quand même, j'ai l'impression que je suis pas sûr d'être vraiment bien, aussi bien que je devrais pour un début de course. C'est à peu près à ce moment-là, je pense que je te croise. Ouais, ça doit être, je crois, 6e ou 7e, ouais. Quelque chose comme ça. Et de mémoire, je te fais un signe un peu... À l'aller, ça va. Ouais. Et au retour, c'était au 9e, il me semble. Et là, tu me dis, oh, la petite tête de... La tête qu'il faut pas avoir au 9e kilomètre. Très logique en fait, parce que c'est vraiment sur du 5e au 10e que j'ai senti progressivement, je me suis dit ok ça va, mais ça se dégrade trop vite par rapport au fait qu'on est sur un marathon et je le sens pas. Mais en fait ce moment-là il est dur parce que j'ai encore la possibilité de dire ok, on ralentit, on lâche. C'est pas fini en fait. Enfin moi je pense que sur un marathon, si tu te rends compte que tu vas un peu trop vite, tu as encore l'opportunité de relâcher un bon kilomètre, te recaler sur l'allure et remettre un peu les choses en ordre. Oui, et puis surtout quand tu gagnes en niveau, parce que quand tu débutes, on va dire que ça se dégrade d'autant plus vite
que tu dépasses l'allure pour lequel entre guillemets t'es fait. Donc il faut avoir des bonnes compétences physiques quand même pour récupérer comme ça en cours de route. Il faut quand même avoir assez de marge pour pouvoir se le permettre. Ouais. Mais en soi, oui, je pense que tu vois, quand on parle de 5 secondes au kilomètre, en effet, ça peut se rattraper. Tu fais bien de dire 5 secondes au kilomètre, parce que tout à l'heure, on en avait 3. Bah là, en fait, le passage aux 10 km, il est en 34,45. Je fais mon petit calcul dans la tête vite fait, ça fait 17,15 sur le 5 km suivant. Donc là, on est à 3,27 au kilomètre. Là, ça commence à chiffrer parce que, ouais, on est à 6 secondes plus vite. Et je me dis vraiment... J'ai écrit fuck à l'écran. Bon, on est en France, c'est pas bipé. C'est une autre histoire. Et là, franchement, je me vois me retourner et c'est le néant. Il y a personne. Après nous, le néant. Et là, t'es en mode, qu'est-ce que je fais ? Je vais courir tout seul parce qu'en plus, on attendait du vent sur le canal. Il n'y en a pas eu tant que ça. Mais sur le moment, tu sais pas ce que tu vas trouver. Donc, tu dis, est-ce que je vais courir tout seul dans le vent ou est-ce que je reste au chaud dans mon petit groupe ? Bah, je suis resté dans mon petit groupe. Et bah, c'est resté à se dégrader de plus en plus. Enfin, de toute façon, on est d'accord qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a personne qui a un profil où tu trouves ça dur au 6e et puis d'un coup au 16e. Tu peux trouver ça dur au 25e et que ça aille mieux au 32. Mais en début de course, si c'est dur un marathon... Alors, chez les débutants qui travaillent peu leur allure de course, ça peut arriver. Parce que t'es pas tout à fait sûr de ce que t'es censé trouver et on t'a tellement survendu le truc que ça va être dur, faut être facile, etc. que tu peux te demander ah là tu vois j'ai une petite douleur ici, là je sens ce muscle que j'ai jamais senti, est-ce que c'est normal? Parce qu'avec de la tension, avec de la plus loin tension, t'étais hyper vigilant. Et donc tu peux avoir ce truc. Après toi à ton niveau, avec tous les kilomètres que t'as couru à l'allure marathon, avec tous les marathons que t'as fait, les sensations que t'es censé connaître, là en effet t'es censé, enfin bah, tu sais un peu de quoi tu parles, tu vois. Mais sur un débutant ça peut arriver au bout du 10e, du 15e de se poser la question de je ressens déjà des trucs, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire que potentiellement ça va ralentir un petit peu sur la fin? Bah j'ai envie de dire comme énormément de gens qui font leur premier marathon, hein. Mais c'est bien d'être prudent, mais ça arrive relativement régulièrement parce qu'on fait face à l'inconnu. Ça, du coup, c'est vraiment plus le côté expérience qui fait que... Oui. Et puis du fait que tu travailles beaucoup ton allure marathon, en fait, plus t'avances, tu l'as dit au tout début, sur tes intensités, t'as pas eu de grands changements. Tu vois, en 5 ans, alors ça a progressé évidemment, ça a gagné un petit 5 secondes par-ci, un petit 7 secondes par-là. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait de t'optimiser pour une distance particulière, de venir donner de plus en plus de temps à ta préparation spécifique au fur et à mesure, pour justement en créer des allures, en créer des sensations, et puis adapter ta biomécanique pour augmenter ton efficacité. Mais oui, c'est plus ça qui joue, on va dire. Parce qu'il y a un lien, en fait, tu prépares pas quelqu'un qui fait son 10e marathon, qui court depuis 20 ans et qui arrive à 150 km par semaine, contre quelqu'un qui court depuis 1 an, qui fait 50 bandes semaine et qui a jamais fait de marathon. La morale quand même, c'est que même à l'expérience, on peut se laisser emmener dans quelque chose où même si on a le feeling que ça va pas passer... Parce qu'en réalité, si je me pose la question, si tu me demandais, je dis bah non, ça va pas passer là. Tu te dis ouais, mais si imagine. Jamais. Mais imagine. Alors peut-être ça passe. On est tous d'accord autour de la table que ça ne passera pas, mais imaginez ça passe. Mais ça, c'est vraiment un truc de jour de course en fait. Ce côté euphorique, je sais pas, un optimisme qui sort de je sais pas où on se dit mais imagine si ça passait. Je sais pas, peut-être un leg génétique de quand on était au Moyen-Âge, t'étais à 300 contre 3000 et tu disais, les gars, imagine ça passe. Tu as peut-être imagine, parce que de toute façon, sinon on est mort. Exactement. Donc, on va pas déserter, imaginer. Mais oui, on est tous un peu plus bêtes. On perd quelques points de QI. Mais je pense que c'est fait pour justement moins prendre en compte un peu la douleur du jour J. On passe en race mode un peu, tu vois, en mode de course. Puis c'est ce qui fait partie aussi un peu du charme du truc. Quand je dis ça demande de la discipline de s'entraîner, ça demande du courage de faire la course. T'as aussi ce truc là de transcender et de vivre l'expérience de
en histoire du sport, on dit que le sport est quand je parlais de la guerre, c'est une euphémisation de la guerre. C'est d'ailleurs utilisé même à l'Antiquité quand... alors je suis pas historien du sport, hein, qu'on soit d'accord, mais les Jeux Olympiques, t'avais une trêve de bataille pour justement faire les Jeux, etc. D'ailleurs pas que les Jeux Olympiques, il y en avait d'autres. Et aujourd'hui, certes il y a des guerres, mais on essaie de le faire un peu moins, et on voit que le sport, ça a ce rôle à l'international d'aller confronter des nations et aller montrer un pouvoir économique, etc., etc. Je sais pas du tout jouer avec ça. Je sais qu'il y avait un lien, mais que j'ai perdu. On parlait de quoi juste avant ? Au podcast, ça fera du sens. Mais je sais plus. Bref. La course, c'est la guerre, l'euphorie que tu te... Oui, exact. Bon, aujourd'hui, on part plus à la guerre, ce qui est quand même très cool. Hein. On va essayer de pas nous le retirer. Mais c'est bien d'aller se confronter dans des moments où ça va nous demander un peu de courage, ça va nous demander un peu de détermination, et ça va nous enclencher un petit peu cet état d'esprit de quand faut y aller, faut y aller. C'est le principe du courage. C'est là où je voulais aller. Voilà. Merci. C'est bon, on a raccroché. En parlant d'accrocher, à un moment, plus les kilomètres passent, plus le groupe, je suis dedans. Mais tu vois, en vélo, ça se voit beaucoup, ça. Là, quand t'as un mec qui est à la fin du groupe, tu sens qu'il y a un petit élastique qui commence à arriver. J'étais pas tout seul. Pour ma défense, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ce groupe qui s'est dit « Ah là, le groupe, il est tellement bien, on va rester là. » Et ça a commencé à sauter comme du popcorn parce qu'il y en a qui ont sauté avant moi. Et il y a un moment où je me suis rendu compte il n'y a plus personne dans le groupe. Enfin, il n'y a plus personne derrière. Je fais « Ah, ça c'est mauvais signe. » Je pense qu'on était vers le 19e. On était 19e d'un marathon, attention. Hein. J'étais pas cramé, mais juste à ce moment-là, tu sais que c'est impossible que ça tienne. Franchement, à ce moment-là, je me dis « Allez, on va jusqu'au semi dans ce groupe-là. On regarde ce que ça donne comme marque au semi. » Là, j'étais plus en mode ça peut tenir. J'étais en mode... On valide un chrono au semi, histoire de se dire ça faisait quoi cette histoire. Ça passe en 1h13:30, soit à 20 secondes de mon record au semi, au passage. Et je te coupe, imagine. T'es dans le sas de départ avec tout le monde. Pardon. Tu discutes, tu fais les gars, on est d'accord on part tous sur un 2,29 là. Tout le monde se met d'accord, tout le monde se serre la main, tout le monde tient l'allure. Là, il y en a un dans le groupe, personne n'a discuté, puisque de toute façon... il y en a un qui est parti sur un 2,26. Tout le monde s'est dit « Ah ouais, mais attendez, est-ce que ça se trouve si je suis tout seul ?» Et donc en fait, ça se trouve sur un groupe, il y a 90% des gens qui étaient en surmenage. Il n'y en a pas un, tu sais, pour mobiliser un peu les gens. Tout le monde est d'accord sur l'allure là ? Il n'y en a pas un qui a l'impression d'aller un peu trop vite, avec lequel on pourrait ralentir ensemble ? Je te donne un petit spoiler. Dans ce groupe, on était vraiment genre une quinzaine, vingtaine. Enfin, c'était un bon groupe. À la fin, un de ceux qui finit le premier de ce groupe, c'est Kevin qui courait avec moi. Il fait 2h28:30. Il est pas loin des 2h29, alors que c'est le premier de ce groupe qui était sur une base de 27-ish. Puis je l'ai vu, parce qu'il était pas beaucoup devant toi, il voulait faire beaucoup mieux que ça. Donc même lui, il a pété... Ouais, mais quand tu te retrouves tout seul, après, il a découvert cette fameuse zone de... J'ai vu sa tête, il était pas frais. Mais bon, bref, dans ce groupe, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a finalement pas végété entre 5 et 10 minutes au-dessus de l'objectif, quoi. Puis surtout, d'un point de vue... T'imagines, t'arrives au semi, là t'as couru 6 secondes trop vite au kilomètre. Ça demande pas 6 secondes en moins, ça demande 12 secondes en moins pour réussir à faire ton 2h29. Et à ce niveau-là de performance, 12 secondes, plus tu progresses, plus tes allures, elles sont écrasées. L'allure que tu peux tenir 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, en fait, elle s'écrase de plus en plus, et 5 secondes égale beaucoup plus de nombre d'heures que... J'ai envie de dire, surtout moi, où les allures, je les ai vraiment compressées, mais la différence entre mon seuil et mon allure marathon était quasiment de 10 secondes à la fin. Un peu plus, on va dire 15. Mais bref, c'était très condensé. Et c'est drôle que tu dises ça parce que, en fait, j'ai tenu un peu plus que 21. En fait, j'ai commencé à lâcher le groupe en me disant, bon, de toute façon, ça tiendra pas. Cette fois, je les laisse vraiment partir. Et là, au bout de 1 kilomètre comme ça, je regarde l'allure, j'étais à 3,35. Mais vraiment, beaucoup mieux, en fait. Et là, tu vois la différence de quelques secondes au kilomètre. Mais j'ai réagi en mode, comment ça, je suis à 3,35 là ? Et ça devient pas facile parce que je sais que j'ai cramé mes cartouches. Donc en fait, j'ai pas 20 bornes à cette allure-là à ce moment-là, mais quand même, j'ai eu un moment de putain, mais la différence entre ces 7 secondes au kilomètre, elle est monstrueuse.
Et j'ai essayé de me remotiver. Là, on est 25e, je pense. Je me dis, allez, en vrai, si tu fais le calcul, t'as pris 2 minutes d'avance sur le 2h30. Dans un monde, tu peux courir à 3h37, 3h38 jusqu'au bout et ça passe sous les 2h30. Spoiler, cet état d'esprit a duré 1,5 km à peu près. Parce qu'après, tu te rends compte que vraiment, t'as brûlé les cartouches, quoi. Il y en a pas d'autres. Elles vont pas revenir par magie. En fait, c'est même pas les cartouches, c'est là où les crampes sont arrivées, 27e. Et quand les crampes arrivent, je pense que tout le monde qui a déjà eu des crampes dira, là, tu sais que là, ça sent vraiment les ennuis parce que si elles arrivent à 2, 3, 4 km de l'arrivée, tu peux les gérer. À 15 bornes de l'arrivée, tu sais que ça va faire que empirer et là, c'est chaud. Il y a une triathlète professionnelle, Kat Matthews, qui disait l'année dernière, je sais plus sur quelle course elle a eu des crampes horribles, bon, elle finit quand même 2e. Et en post-interview, elle disait, c'est la première fois de ma vie que j'ai des crampes. Jusqu'à ce jour, donc elle doit avoir 30 et quelques années, j'ai toujours cru que les gens qui disaient avoir des crampes étaient des menteurs qui voulaient justifier leur mauvaise performance. Mais force est de constater qu'avoir des crampes, c'est horrible. Donc c'est marrant. Moi, n'en ayant jamais eu en course, je ne connais pas ce que c'est que d'avoir des crampes. J'ai vu ce jour-là, mais je ne sais pas ce que ça fait. En fait, c'est le plus horrible des feelings parce qu'en fait, ça t'oblige à t'arrêter parce que à t'arrêter ou à vraiment avoir alors qu'en fait à un moment tu te mets à une allure où tu te dis non mais l'allure elle est pas dure. Je me suis vraiment calé à 3,45 3,50 et ça devenait une allure où je me dis bon bah ça va, c'est facile, je suis capable de tenir sans problème jusqu'au bout, sauf que mes muscles en avaient décidé autrement et j'avais des petits coups de couteau de temps en temps là, une fois dans le mollet droit, une fois dans le mollet gauche, les ischios, c'était vraiment je crois que je l'ai dit à un moment, c'est la guirlande de Noël, quoi. C'était, je sais pas où ça va électriser, mais et ouais, c'est frustrant. Et à un moment que j'ai revu aussi en images, je pense pas que celui-là il a été gardé dans la vidéo du marathon, mais c'est un moment où je parle à Alex qui était à côté en roller pour filmer des images. Vraiment genre au 30e, quoi, quand t'es perdu dans la zone à Amsterdam où là sur cette partie du marathon il y a personne, t'es vraiment tout seul dans ta merde entre guillemets, et je lui ai dit un truc comme c'est mort, j'ai fait de la merde, et là je savais que j'allais vers toi et j'étais en mode j'ai pas envie d'arriver à Tristan en fait parce que j'étais juste deg de me dire je vais lui dire quoi. T'arrives, voilà, j'ai merdé et on va faire. Et si on fait quoi, je m'arrête maintenant, j'y vais pas. J'ai vraiment eu ce moment de down vers le 30e où c'est pas physique, là, c'était vraiment moral de dire putain, fais chier quoi. En tant que spectateur, c'est toujours difficile parce que t'as pas les insights tout à fait de la course. Tu passes au semi, on voit que ça part sur une base de 2,26, 2,27. Et c'est là où t'es en mode. Alors. Soit c'est le meilleur jour, soit là il y a un truc dans l'équation que j'ai pas compris là et ça va très très mal se passer. Et tu commences à ralentir un petit peu avant que je parte pour te rejoindre. Et c'est vrai que je me suis dit, putain c'est trop con parce que quelque part ça peut passer. Je connais son niveau et vu comment il est parti, ça doit être dur, mais en le motivant. Si c'est qu'une question de douleur, t'as un moment où tu peux même aller chercher un 5 secondes parce que tu vas creuser loin. On connaît ces courses, c'est toujours les courses qui se passent le plus mal où tu peux aller creuser le plus profond. Bizarrement, c'est jamais quand tout se passe bien et que tu fais tes meilleurs chronos et tes records personnels que t'as besoin d'aller chercher vraiment très très profond. Donc je me suis dit, il a pris beaucoup d'avance, il a un niveau de fou furieux, même si c'est un mauvais jour, je suis sûr qu'on peut aller le pousser pour qu'il puisse quand même aller réussir son objectif. Et c'est vrai que le moment où je te croise et que t'es en mode j'ai des crampes et que t'es comme un petit poisson là, et en fait je suis en mode j'avais préparé des discours de zinzin, j'allais le motiver, j'allais l'envoyer sur la lune, j'ai plus rien. Et en fait juste j'aimerais bien pouvoir courir mais en fait je peux pas. Et là je ne vais rien pouvoir faire, on va juste jogger ensemble l'un à côté de l'autre. Mais tu vois, tu me fais repenser que en fait à part l'allure plus agressive, mais jusqu'au 26-27e, il se passe la même chose que j'ai eu à Valence l'année dernière en fait. À un moment où je débranche un peu dans le sens c'est trop dur, ça tiendra pas. Et du coup juste, c'est pas tu ne peux plus à ce moment-là, c'est juste bon je sais que ça tiendra pas donc je vais pas me buter pour arriver au 30e et m'écrouler, donc je ralentis avant.
Et là, je me retrouve à cette allure 3,35, 3,37 où ça passe encore pour le 2h30. Et à Valence, à ce moment-là, je me suis dit non. Tu te butes, t'accélères et tu t'y remets. Ça a ralenti un tout petit peu, mais grosso modo, ça a pas mal tenu. Et je suis sûr que s'il n'y avait pas eu ces crampes, je sais pas où ça aurait fini. Ça aurait peut-être pas fini en sub 2h30, mais j'aurais essayé de battre le truc, quoi. Enfin, et puis même à 2h32, tu fais ton record, oui. Oh bah, vu comment ça partait, c'est bien payé. C'est pour ça que... Mais cette histoire de crampes, ça a été un petit peu le sujet qui a achevé le truc, parce que tu dis merde, j'en ai pas eu depuis très longtemps des crampes. J'en avais en triathlon, mais bon, le triathlon c'est autre chose. Tu sors du vélo et là tu te dis bon bah c'est fini cette histoire, ça n'arrivera plus. Et là, bam. Et puis 2019, hein. Oui. Ça remonte. Bah, c'est toujours plus difficile de te prémunir d'un truc contre lequel t'as pas eu besoin de batailler pendant la préparation. Bon, alors, les crampes par essence, même si c'est un peu multifactoriel, tu sais que tu peux activer des choses, etc. Mais t'es jamais aussi vulnérable que quand tu te sens pas en danger. T'as une douleur, ça fait de n'importe qui a une tendinite. En général, on se blesse toujours un peu au même endroit puisque c'est toujours le même maillon le plus faible qui nous limite. T'es jamais autant à risque que quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que t'as rien ressenti et que t'es en mode allez, franchement, c'est juste que maintenant je suis invincible. Et donc c'est un bon rappel et c'est une belle leçon à en tirer. De continuer à agir en disant mon point faible c'est ça, je le sais, c'est parce que j'ai agi dessus que j'en ai moins. Sois pas con. Essaye de faire en sorte que ça continue. Mais c'est la bonne preuve pour moi dans tous les cas que, comme tu disais, les crampes c'est multifactoriel. Peut-être qu'il y a des trucs que j'aurais pu mieux gérer, mais en soi c'est juste ma limite. Dans tous les cas elle est musculaire d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours un petit truc qui va dérailler quelque part au moment où tu te mets juste au-dessus de la ligne jaune. En fait, en fait, à Valence, j'aurais pu prendre des crampes aussi en soi. Ça a tenu. J'ai une petite hypothèse quand même. On y reviendra dans un autre moment. Ok, j'avais demandé si on parlait non. Un peu plus d'entraînement que ça. Okay. Ça sera pour le podcast suivant. C'est bien, ça fait un petit peu de teasing. Abonnez-vous si vous voulez le voir. Mais on va creuser un petit peu ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un monde où je reviendrai sur marathon un jour. Ce qui n'est pas dans les plans pour l'instant. On va rester sur le débrief et rester avec ces crampes. C'est ballot, c'est dommage. On fait avec. Grosso modo, oui, on revient au moment où avant que je te retrouve, j'ai quand même déjà créé ma petite stratégie pour gérer les crampes. Stratégie est un grand mot, je sais pas comment on pourrait dire dans ces moments-là où l'énergie du désespoir de comment je fais pour, c'est la tactique, là. Pour continuer d'avancer. Je sais pas si toi qui as eu beaucoup d'athlètes au fur et à mesure, tu as dû en avoir quand même qui ont eu des problèmes de crampes. Moi, ma technique et celle que j'ai trouvée la plus efficace, c'est de ne pas attendre la crampe ultime, mais d'essayer de les sentir venir. Et quand ça se rapproche un petit peu trop, hop, tu prends le 10 secondes de marche pour essayer de vraiment relâcher les muscles, calmer le système nerveux, entre guillemets, tout remettre un peu à plat. Et là, tu repars et t'es tranquille pour 1 kilomètre. Après, plus les kilomètres avancent, plus ça se rapproche, mais tu vas perdre 10 secondes à marcher, mais tu vas en gagner énormément sur... après, t'es tranquille pendant... Et en plaisir aussi, parce que si tu te bats contre « non, je ne marcherai jamais », il y a un moment, il y a une crampe qui va te foudroyer, et là, t'en es pour 3 minutes par terre à te rouler. Le meilleur moyen de prévention, le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est déjà un peu en prévention. Alors sans trop partir sur ce qu'on va faire ensuite, mais donc c'est d'essayer pendant l'entraînement de faire en sorte que on en ait le moins possible. En triathlon, ça arrive souvent. Moi, souvent, ça va être sur des courses où pareil, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais eu de crampe à l'entraînement, ça va lui arriver sur un truc. Et puis là, t'es en mode difficile à prévoir. On va essayer de faire en sorte que ça ne arrive pas ensuite. Ce qui peut arriver, et ça arrive encore un peu plus en triathlon, c'est que t'as un truc qui empiriquement je trouve est assez corrélé aux crampes, ça va être les points de côté. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de crampes, peut avoir aussi beaucoup de points de côté, parce qu'on pourrait dire que le diaphragme crampe, si on grossit les traits. C'est pas systématiquement pour ça que t'as des points de côté, etc. Mais ça peut être une des analyses qu'on peut en faire.
Et du coup, ouais, t'es en mode, bon, bah, pareil. Tu vois, avant d'avoir le point de côté qui te creuse là jusqu'au essayer de respirer, etc. Donc ça revient un petit peu là-dessus. Mais il y a pas mieux que d'essayer de prévenir, on va dire. Une fois que c'est là. Alors, tu vois, c'est marrant parce que euh, t'as des trucs, t'as des remèdes de grand-mère, de jus de cornichon, de hot shot, de trucs de machin. Et bah aussi. C'est-à-dire que j'ai très peu confiance en ça parce que, en effet, je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Et force est de constater qu'il y a eu un athlète au cours des gens que j'ai eus chez qui ça a fonctionné. Et chez qui ça a fonctionné systématiquement sur toutes les courses. Donc comme quoi, c'est parfois les vérités de grand-mère, ça fonctionne pour des raisons qui nous échappent encore et qui trouveront peut-être du sens dans 50 ans. Mais ouais, sinon, comme tu dis, il y a ça qui existe, la prévention, et puis après les remèdes de grand-mère, si on devait les faire une liste exhaustive. C'est marrant ce que tu parlais de points de côté. Et j'allais te dire, ah, moi, j'ai pas trop de points de côté. Et là, je revois mes notes. 41e kilomètre, t'as les crampes et t'as eu un point de côté en plus. Finalement, on a vraiment tout. J'avais oublié celui-là, mais on a vraiment tout cumulé. Il y a vraiment un moment où Tristan était encore là, c'était avant que tu me lâches. Et il y avait, je pense que Alex était là aussi. Et là, je dis, les gars, j'ai un point de. C'est un moment où en fait, tu prends tout en mode bon, au point où on en est. Le petit point de côté qui m'a pas lâché jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, pour ceux qui savent, un bon kilomètre avec un point de côté et des crampes, c'est vraiment un plaisir quand tu cours, quand t'es rendu là. Ah bah là, t'en as eu pour ton argent, là. Content de venir. Heureusement que t'arrives dans un stade et que tu vois ici il reste 200 mètres, je connais par cœur. Et dans 40 secondes, c'est terminé si je m'active un petit peu. Ouais, je me souviens de ce moment-là et tu le dis. Je suis en mode, bon, bah, de toute façon, on peut déjà plus rien faire. À part lui mettre une petite claque au cul, je vois pas trop comment je peux l'aider là. Mais tu vois, encore une fois, j'ai revu des images du 40e kilomètre. Et si on regarde de l'extérieur, on dit bah c'est normal en fait. Là, tu vois rien. Ça court. Si on se rend compte que c'est moins rapide que sur les images de 3 semaines avant. Mais en soi, la foulée, elle est identique. C'est vraiment le truc que tu dis à quelqu'un. Ah là, et en plus, je suis avec toi, j'ai le sourire sur les images. Donc en fait, mais il se fout de notre gueule. En fait, là il est en balade. C'est juste que, bah oui, en balade, mais pas au rythme prévu en fait. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, ça finit en 2h36.00. Où encore une fois, en fait, quand tu dis bah ça n'a pas été comme je voulais. Tout le monde te dit bah ça va 2h36 et en vrai même moi j'étais surpris à fond de voir que ça faisait 2h36. Bah après un semi en footing c'est vrai que c'est bien payé quoi. Enfin tu vois que la forme quand même dans tous les cas ça t'amène quelque chose. Enfin, j'ai toujours eu, à chaque fois que j'ai craqué sur un marathon, j'ai eu peut-être parce que j'ai un profil plus endurant et que du coup quand je craque ça tient quand même parce que je vois quand même des gens qui perdent 30 minutes et moi ça m'a jamais fait ça. Mon premier marathon je craque au 30e. Et vraiment, mais dur. Bah, premier marathon, j'ai déjà raconté l'entraînement qui était pas fait pour tenir 42. Et je perds 8 minutes. 8 minutes, c'est beaucoup quand t'es dedans. Mais c'est pas 30, quoi. Mais ce qui fait perdre beaucoup de temps, c'est quand tu marches. Parce que là, vraiment... Ouais, mais quand tu marches et que tu recours plus, quoi. Bah, même si tu recours après, c'est-à-dire que ne serait-ce que 1 kilomètre marché vis-à-vis de courir, si tu fais ton marathon en 5 minutes au kilomètre et que tu marches un peu vite, bah tu prends 5 minutes par kilomètre. Il suffit que tu marches 4 bornes, ça te fait 20 minutes. Et si tu cours à côté un peu plus lentement, tu peux vite arriver à 30. C'est surtout ça qui fait la grosse différence. C'est pas faux. Là, on dirait juste, si je regarde ma courbe, on dirait juste un craquage progressif, quoi. Si c'est par 5 km, t'as 3,37, 3,50, 3,58, 4,06. Enfin, grosso modo, tu vois quand même que quand ça va plus... Ça va dans tous les cas tendre vers... De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que même si tu peux faire des choses pour essayer de prévenir les crampes, si tu peux le jour J essayer, etc., c'est en grande partie... c'est toujours des hypothèses, mais c'est en grande partie parce que tu as couru trop vite ton premier semi que ça a créé les crampes. Ça peut c'est comme si tu avais une bassine d'eau qui fuyait et tu peux faire l'hypothèse que c'est quand même un des gros critères qui fait que t'en es arrivé là, quoi. Ça a été ton maillon faible le jour J. Maillon faible qui aurait pu aussi se voir parce que je sais plus si je l'ai regardé pendant la course, mais le cardio, même si c'est pas l'indicateur primaire,
bon, bah, quand il corrèle tout le reste, tu peux te dire, bon, bah là, d'accord, je le crois. J'ai pas noté, mais je crois que je finis à 165, 166. J'ai déjà eu ces valeurs de cardio là sur des séances des sorties longues en pleine prépa, mais pas reposées. En général, ça tend toujours vers du 161. On est 5 battements au-dessus, quoi. Donc, à un moment, peut-être que si musculairement j'étais une bête, ça tiendrait. On a réussi à le faire dériver. On a réussi. Oh. C'est vrai que l'année dernière, c'était ton. Ouais, 2h33 c'est bien, mais cardio il a pas bougé. Il y a faut juste viser entre les deux maintenant. Nickel. Mais oui, c'est un bon. La fréquence cardiaque reste quand même une bonne base sur laquelle se fixer. Après, tu vois, quand on avance, on espère quand même au fur et à mesure grappiller un petit battement par-ci, un petit battement par-là. Tu vois, si t'avais eu un 163 battements par minute de moyenne vis-à-vis des 161 systématiques, c'est quand même assez précis, au point d'être précis à ce point-là. Ça aurait été quand même assez positif. Tu vois, donc en fait, sur la marge que tu avais, il me semble, de tête, parce que ça fait longtemps que je les ai pas regardés, mais ça commence très vite, très haut. Donc tu vois, tu pars à 163. Tu aurais pu te dire, bah, c'est bien de partir à 161 et de dériver vers 163. Ça démarre à 163. Donc déjà un petit indice. Ouais. Et ça continue à augmenter. Donc en effet, on ne dirait pas que c'était écrit, mais ce qui est bien, c'est souvent tu te rends compte que ça dérive toujours systématiquement avant le craquage. Donc ça veut dire que là, si c'est monté à 165, l'idée, ça serait de se dire quelle est la vitesse à laquelle je peux réussir à dériver. Alors évidemment, le but, c'est d'arriver le plus tard possible, etc. Mais tu sais que quand ça commence à augmenter, si ça tend vers 165, 166, il faudrait que ça arrive vers là au 42e, potentiellement. Le but, c'est que ça dérive le moins possible et que la dérive arrive le plus tard possible. Mais que ça fasse vraiment au BPM près tout le long la même chose, bah t'es le seul chez qui j'ai vu ça pour l'instant. Pour donner un ordre d'idée. Donc ça fait pas grand monde. C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que pour moi, et ça va être un peu la conclusion qui va amener vers la deuxième partie, c'est malgré tout ça, malgré tout ce qui a été fait, en fait, et j'ai la même analyse à chaque prépa de dire, en réalité, il y a encore plein de choses qui peuvent être améliorées, donc il y a encore un potentiel de progression si on voulait aller le chercher, qui est énorme. Ça reste quelques minutes parce que ça va tendre à la fin vers... ça sera pas 4 minutes à chaque marathon, le potentiel de progression, même si ça fait plusieurs fois que je dis qu'à un moment, le 4 minutes, là, il était encore à peu près vrai. Mais il y a une limite maximale qui est assez simple à comprendre, c'est que un point qui a très très peu varié en une quinzaine d'années, c'est ma VMA. Et à un moment, tu vas pas pouvoir faire passer ton seuil au-dessus de ta VMA et ton marathon. Enfin bref, cette limite-là, elle est très factuelle. VMA autour de 2,55, 3,00. T'as une allure marathon autour de 3,30. Pas besoin d'être devin pour savoir que la fin est proche. La fin de la progression est proche. Mais là, après, je vais empiéter sur la suite si je commence à te demander ton avis là-dessus. Ok, donc on se le garde pour le prochain, parce que justement, il y a des réflexions assez importantes, assez intéressantes là-dessus. Ma question, c'est à la fin de ta course ou le lendemain, peut-être que tu allais en parler, mais fatigue musculaire, courbature, puisque c'était ça ton facteur limitant jusqu'à là. C'est là-dessus que je voulais finir. C'est toujours la même chose, mais un cran en dessous. Genre, je sens que musculairement, en termes de potentiel, ça a tapé un peu moins. Et en fait, ça c'est un truc aussi par rapport aux crampes. Zéro. Très peu de douleur dans les mollets et les mollets et les ischios qui ont pris les crampes. Par contre, mes quads que j'ai absolument pas conscientisés, on va dire, dans la course, eux, ils ont fini bien cramés. Le lendemain, j'ai encore eu une semaine de courbature. Okay. Sauf que comme j'étais focus sur autre chose, eux, c'était c'est bon, ça passe, quoi, c'est normal. Mais il y a toujours ce côté, l'amortisseur de Running Addict, c'est les quads. Ok. Tu l'as senti pendant la course, tu m'as dit ? Très peu. Mais je pense vraiment que c'est juste... En fait, c'est toujours la même chose. T'as mal quelque part, on te fait mal plus fort ailleurs, on t'écrase la main, t'as mal à la main. On te coupe le bras, tu oublies que t'as mal à... Okay. Enfin, si c'est l'autre bras.
Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment. Prochain marathon, pincer Nico fort. Et ça va le booster. Il y a ce côté des fois où tu sais, tu te mets 2-3 claques et ça te remet dedans. C'est parce que tu t'es un peu redynamisé. Mais des fois, tu te dis juste, tu devrais être un petit choc électrique. Génial comme idée. Je pense qu'on peut laisser les gens là-dessus. Hein. Achetez-vous un taser. C'est un peu violent. Bon. Bah nickel. Bon bah n'hésitez pas. Et si ça vous a pas donné envie d'écouter le prochain épisode où on va parler un peu des méthodes que je vais utiliser, que je pourrais utiliser pour progresser. Voilà. Je pense que pour le débrief, on est pas mal. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la mort. Qu'on réussisse ou pas son objectif, ce n'est qu'une course. On en a plein devant nous, quel que soit l'âge qu'on a. Parce que certains vont dire oui, mais à un bout d'un moment, je suis convaincu que jusqu'à une certaine limite, mais tu peux refaire, à minima, tu peux refaire ce que tu as déjà fait. T'es pas en 6 mois, en 1 an, tu vas pas passer de j'ai ce niveau-là, ah bah j'ai perdu 45%, c'est terminé. Donc tu peux le refaire 1, 2, 3 fois. Tu as plusieurs essais. Et il faut aussi s'autoriser des fois à se remettre dans le mode ah, c'est ça quand ça passe pas. Moi, j'étais dans une dynamique tout passe. Là, j'ai vu ce que c'était de pas passer. Ça te met une petite pique aussi de réalité de ça marche pas à tous les coups. Hein. C'est l'échec, alors c'est vachement important, pas au point d'en faire l'alpha et l'oméga. Tu sais, parfois tu as des discours où tu aurais l'impression que même faudrait même peut-être plus échouer que réussir parce que il y a que dans l'échec que tu apprends, il y a que dans l'échec que ça se passe. Ça, c'est l'analyse de ce que disent les Américains de la mauvaise manière. Exact. C'est peut-être un petit raccourci. En revanche, être confronté ponctuellement à l'échec, c'est très cool parce que ça permet quelque part de réussir dans des moments négatifs à trouver quand même quelque chose de positif, à réussir à en ressortir quelque chose. Quand on dit l'obstacle et la voie, tu avais un bouquin qui est sur ce sujet-là qui s'appelle comme ça. Ryan Holiday. Où tu dis, voilà, ça c'est mon échec. Qu'est-ce que je peux en retirer et ça permet aussi toujours psychologiquement de toujours twister la réalité. J'aime bien toujours se dire t'as un problème, c'est un carré devant toi, tu regardes de côté, c'est un rond et tu fais quand c'est un rond, la solution c'est pas la même que quand c'est un carré. Donc ce que j'aime bien dans l'échec, c'est justement pas se trouver des excuses, évidemment trouver le pourquoi, etc. machin, mais aussi twister le truc en disant qu'est-ce que je peux en retirer, comment est-ce que ça peut réussir à me faire avancer et comment avoir cet état d'esprit de bon, il y a des choses qui sont négatives où tu peux rien y faire. Mais quand tu peux, tout du moins le plus possible, réussir à tourner ça à ton avantage. Et quand on parlait tout à l'heure de motiver les gens, etc. Tu vois, typiquement, et ça c'est dans les mains de chacun, réussir à se dire, voilà, c'était un mauvais jour. J'ai pas réussi mon record personnel, mais je ne me suis pas laissé tomber et je n'ai pas laissé tomber les gens qui m'ont suivi parce que j'ai donné le maximum que j'avais le jour J. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours entre les mains. On peut évidemment en tirer d'autres choses, mais déjà se prouver ça une fois de temps en temps, c'est pas mal. J'aime bien cette conclusion. N'ayez pas peur d'échouer. Si vous échouez, soyez déçus sur le moment, mais passez vite à autre chose en mode il y a plein d'autres opportunités. Essayez de remettre du positif. Ce n'est qu'une course. Dans tous les cas, c'est pas... Et le truc de... Oui, parce que le truc de quand je gagne, je gagne et quand j'échoue, j'apprends. N'oubliez jamais que vous apprenez quand vous échouez si dans le processus, vous avez fait tout ce qu'il faut pour gagner. Oui. Parce que si vous foutez rien à l'entraînement et que vous échouez, vous avez juste appris que rien foutre à l'entraînement, ça marche pas. Il faut s'investir quand même. C'est vrai que la base, c'est ça. C'est on veut arriver le jour de la course en se disant j'ai tout fait, maintenant il me reste juste à bien gérer et ça devrait bien se passer. Et si on gère mal, on se dit ok, la prochaine fois, je prends ça comme apprentissage. Ce que j'ai beaucoup dit l'année dernière, c'est la seule chose qu'on a entre nos mains, c'est d'être fiers de nous. Le chrono, ça c'est autre chose. Soyez fiers de vous dans tous les cas. C'est important. Ciao. Faut que j'arrête de faire ça.